différent, bah, c'est Astérix. C'est Astérix. C'est le village gaulois qui est comme ça. Et donc l'idée même, on dit qu'on est... Alors, on appelle ça... Désolé, je crois pas. Donc il y a de l'orgueil et de la pétoche, et on appelle ça la spécificité. Il faut expliquer spécificité. Non, orgueil et pétoche. Il faut dire pétoche et orgueil. Il n'y a pas d'humilité, c'est l'arrogance. Oui. Donc, ce que vous, je pense que si vous pouvez venir amener des enseignants aux Pays-Bas, ça, je pense que c'est merci l'Europe. Là, je pense que ça aidera l'Europe aussi, parce que c'est la richesse. Ma question, Monsieur Fontanier, c'était que vous preniez finalement l'éclatement des... Non, attendez. Non, mais, je fais réfléchir, c'est des pavés dans la mare pour faire réfléchir. Ah oui. Tout à fait, Alors, là, ce que je crois vraiment, c'est que quand l'idée fondamentale, c'est quand c'est le franc qui est important, ça ne sert à rien de faire des trucs énormes avec des frais. L'effet d'échelle ne joue pas. Et à mon avis, l'effet d'échelle, c'est même l'inverse. Parce qu'un prof génial, il passe son temps à la bureaucratie. Donc on a un process qui est un process d'éducation qui dépend des personnes. Il faut éclater, c'est évident. Oui, mais... Oui, mais, ça y est, oui. Néanmoins, il y a derrière, il y a une question financière. Non, pas du tout. Les systèmes décentralisés sont moins chers que les systèmes centralisés dans ces cas-là. Dans la mesure où les régions vont être de plus en plus, les régions vont avoir... Les Pays-Bas étaient meilleurs sur quelque chose. On dit allez voir les Pays-Bas. Quand c'est les Japonais, allez, on va tous voir les Japonais. Et l'être humain, il est même partout. Il faut savoir que le tronc commun, il est beaucoup plus proche qu'on croit. Simplement, il faut faire tomber l'orgueil. C'est un problème d'orgueil et de pétoche. Le français, il est troussard, il est jaloux, et il a actuellement, et il est très orgueilleux. Et donc, on a appelé spécificité française. Et donc, il faut faire tomber la pétoche, et il faut faire tomber. Et puis à ce moment-là, vous vous rendez compte que, moi, quand on a fait notre gilet avec les Japonais, quand je suis parti, les Japonais m'ont dit, Monsieur Fontanier, c'est Monsieur Yoshida, le président de Nikon, qui est une icône au Japon. Il m'a dit, écoutez, Monsieur Fontanier, on a travaillé 15 ans. Il m'a dit, j'ai appris un truc, c'est vous les Français, vous êtes vachement plus forts, que je croyais, vous travaillez encore plus dur que nous. Hein. Et ce qu'on disait, c'est que les ouvriers français, ils étaient aussi bons que les ouvriers japonais. Hein. Et parce qu'on les emmène de même. Et il a dit, vous savez, moi, ce que j'ai appris, je ne pensais pas que les Français étaient si bons. Bon, le petit orgueil, bon, les Hollandais sont très bons, mais ils nous voyaient comme des êtres inférieurs. Et on a travaillé ensemble 15 ans, on a foutu une boutique géniale, ils ont dit, écoutez, vous êtes super, voilà. Et donc, il faut faire tomber. Et là, pour l'instant, il y a encore, on a 10 ans. Et si les Pays-Bas veulent nous aider... Pendant que vous êtes là, je tiens quand même à dire, parce qu'il y a des gens dans la salle qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet, moi, depuis des années, avec les plus récents, c'est Antoine Godbert et Bernard Guenier, j'ai essayé de faire venir des chefs d'établissements scolaires dans des associations de chefs d'établissements scolaires, donc 33 pays en Europe et 5 continents depuis 10 ans. Ça fait donc 18 ans que je m'en occupe. On a eu cette année, pour la première fois, 12 chefs d'établissement français au congrès d'Helsinki. Donc, à la réponse d'Olivier Dussert, moi, ce bouquin là, disait virage européen ou mirage républicain. Maintenant, ce n'est pas mirage, c'est naufrage, je dirais. Et il y a vraiment une urgence, et je pense que je voulais absolument dire ça avant que vous ne partiez. C'est régional, là. Je pense qu'il faut absolument, au niveau des gens qui vont être élus, d'abord, c'est contestable, effectivement, par la suite, parce que ça n'a pas été fait dans les règles de l'art, c'est ce découpage. Mais après, il faut vraiment, au niveau des nouveaux élus, avoir cette action, parce que sinon, on n'avancera pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'au niveau du national, il nous faut leur bénédiction, je dirais. Il ne faut pas qu'ils soient contre, mais ils sont pour depuis 25 ans. Tous, socialistes, comme moi, je les ai tous fréquentés. Mon livre, dans la deuxième partie, raconte toutes mes rencontres, de Madame Royal en 98 à Monsieur Montebourg, qui était intéressé par ce que vous faites et qui voulait voir. Bon. Et on n'y arrivera pas comme ça. 100 000 entrepreneurs est parti, mais elle confirme qu'on n'entre pas dans les salles de classe. Donc on va voir maintenant, grâce à vous, comment on peut faire du contenu, hein, parce que c'est là qu'on veut en venir. Le reste, on fait à peu près en France. Et surtout, ensuite, comment les uns et les autres, nous pouvons peut-être... c'est ce qu'on doit voir aujourd'hui. Bernard Hugonnier a parlé de ce qu'on veut relancer, notre mouvement Urgence Éducation, qui porte bien son nom, là, en ce moment, hein, parce que ce serait peut-être le moyen d'influer au niveau local. Parce que moi, je sais la peine, par exemple, Olivier Dussert, et que c'est génial, que les gens se donnent. Et tout ça, la tenaille dont vous parlez, si vous voulez, eh bien, est encore un peu béante. On vous attend, je crois. Bravo, je suis ravi. Le jour, je faisais un débat à la télé contre un CGTiste qui disait mais si, mais les qualifications, c'est les diplômes. Je dis, depuis quand un diplôme vous qualifie pour quoi que ce soit? Ça vous qualifie à vous apercevoir que vous n'avez rien faire quand vous rentrez dans une boîte, ça, c'est sûr que vous êtes qualifié pour ça. Moi, quand j'ai repris ma première boîte, après en avoir créé 2, je me suis aperçu que je ne savais rien faire. J'ai fait une grande école, un truc, de gestion, soi-disant, de commerce. Alors, jamais entendu parler de nom de commerce dans une école de commerce, mais bon, peu importe.
Mais en tout cas, je ne savais pas ce que c'était que de reprendre une boîte, de manager des gens. On m'a jamais expliqué. Une école de gestion, vous ne savez pas manager des gens. C'est quoi avoir une équipe, interagir avec eux? Non, jamais appris. Expression orale, alors là, on n'en parle même pas, je l'ai appris aux États-Unis, et puis j'étais DJ pendant toutes mes... J'ai fait de la radio parce que je suis de la génération des radios libres, donc j'ai fait de la radio libre parce que j'avais la tchatch et qu'il fallait quelqu'un qui parle dans le micro, mais c'est pas spontané chez les gens de savoir parler à un public, de s'exprimer. Bon. Donc ça, on ne sait pas faire ça. Donc il y a les 2 tiers de ce que j'ai eu besoin en reprenant cette boîte qui allait très mal, je n'avais jamais appris. Bon. Donc ça veut dire que, voilà, il faut revenir sur de quoi, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ça serait bien qu'on pose la question aux gamins, mais qu'est-ce que tu as envie de faire, même si c'est très dur, hein, à 12-13 ans, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, mais d'essayer de voir, voilà, est-ce que j'ai une fibre artistique, j'ai une fibre, je crée déjà mes petits trucs dans mon coin, je bidouille des trucs, il y a des trucs qu'on peut détecter chez les gamins. De leur expliquer ce que c'est que le monde en dehors de l'école, voilà, et le plus tôt possible de les emmener dans les entreprises, non pas pour les vendre aux entreprises, mais dire, tu vois, c'est ça une boîte. Quand j'ai fait la première fois, avec, elle est partie, mais elle était là, avec 100 000 entrepreneurs, ma première intervention dans une école, et que c'était des gamins de 11-12 ans, et à un moment donné, il y en a un qui lève la main, il dit moi, mon papa, il est boulanger, alors il est entrepreneur. Je dis, bah oui, il est entrepreneur. Ouais, il est entrepreneur, mon père. Mais c'était dingue, enfin pour lui, il avait l'impression d'un surclassement incroyable. Mais ce que je veux dire par là, voilà, découvrir ce que c'est que les entreprises, et c'est pas uniquement les grosses, d'aller chez Alstom et Silor ou truc, c'est le boulanger, l'artisan, le serrurier qui a une boîte de 200 personnes, qui regorge et qui peut passer à 400 personnes demain, etc. Donc, recréer cette envie, savoir détecter autrement les compétences, et du coup savoir les accompagner avec un système éducatif qui peut être très différent et beaucoup plus grand. La première chose que je retiens de l'expérience de Thierry, c'est que finalement, on a inventé des CAP, des BEAP. Très honnêtement, les remplacer par 4-5 fois 6 semaines sur 5 ou 6 ans, ça me paraît tout aussi évident que de continuer à maintenir un système aussi long, aussi coûteux, aussi peu efficace. En plus, personne ne les prend derrière. Quand ils sortent, ils ne sont pas forcément toujours très bons. Là, ils les embauchent tous. Et grosso modo, tous les cuisiniers du monde vous diront la même chose. J'ai besoin qu'il soit opérationnel, et puis on va le monter en compétences, il va aller de plus en plus. Et c'est vrai pour tout un tas de professions. La deuxième chose, c'est l'envie. Pour ça, il faut expliquer pourquoi. Je crois que monsieur l'a dit très bien tout à l'heure. On n'explique jamais aux gens pourquoi ils vont faire les choses. Là, on leur explique toujours comment chez nous. Hein. C'est là aussi un réflexe, je te formate, je te truc sur machin. Et donc, du coup, et puis la troisième chose, c'est l'autonomie, hein, qu'on n'a pas assez développée. Et c'est vrai que pour tous les gamins, les parents aujourd'hui qui ont mis leurs enfants dans l'école Montessori, par exemple, au début, les gamins, ils sont paumés, parce que tout à coup, ils sont autonomes. Je ne sais pas être autonome. Et pour moi qui montais un incubateur avec des seniors, où on prend les seniors des grands groupes pour les injecter dans des PME, on leur dit, c'est quoi vos compétences? Alors, ils me tendent leur carte de visite, il me faut voir leur titre, je suis DRH. Non, votre compétence. Je sais pas. Bon, ils ne connaissent pas leurs compétences. Ils connaissent leur titre. Hein. Donc on est vraiment dans un truc très hiérarchisé, qui passe d'étape en étape, etc. On a oublié de savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Hein. Et la deuxième chose qu'ils ne savent pas faire, parce qu'on ne nous a jamais appris à être autonome, c'est cultiver son réseau. Ma problématique principale avec mes seniors, c'est qu'ils sont bons, ils savent faire plein de choses, mais ils n'ont aucun réseau pour le vendre. Alors qu'un Américain qui très tôt a dit, il sait qu'il peut perdre son job du jour au lendemain, il dit mais c'est quoi mes compétences et à qui je peux les vendre si demain je suis débarqué? Bon ben effectivement, forcément, quand vous êtes au froid, votre corps il réagit, il crée des anticorps. Quand on vous a maintenu au chaud depuis la naissance, forcément vous sortez, vous attrapez un rhume. Les Français sont des enrhumés potentiels. Voilà. Mais c'est vrai qu'on apprend mieux en chantant. Bon, parce qu'il y a un aspect ludique. Il ne faut pas oublier qu'apprendre, ça doit être drôle, ça doit être agréable, ça doit être... voilà. Donc, et pour les PME, pour finir, la problématique, c'est celle par laquelle j'ai commencé, c'est que voilà, on est un monde où vous avez 2 millions de boîtes qui ont un salarié. Donc, allez leur expliquer qu'il faut qu'elles investissent, qu'elles intègrent, qu'elles forment, elles ne peuvent juste pas. Voilà. Donc, du coup, vous avez les ETI, on en a très peu, mais elles peuvent les intégrer, elles en ont envie en plus, je pense qu'elles sont prêtes à faire des choses. Il faut vraiment qu'on réfléchisse à se dire, toute cette petite boîte de moins de 50 personnes, je crois qu'on a 1% de nos PME qui font plus de 250 salariés en France, 1%, hein, donc 99% sont en dessous. Ce qui signifie que 99% des boîtes ont vraiment un handicap majeur à réussir à même intégrer des programmes, des compétences, parce que
mécanique, elles n'en ont pas le temps en fait. C'est vraiment un problème, et qui est, alors pour le coup, très franco-français, hein, parce que l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne ont plein de boîtes familiales, 500, 1000, 2000, 3000 personnes. Ces boîtes-là ont la capacité d'accompagner. Mais des boîtes de moins de 10 personnes, je peux vous dire, c'est très compliqué, mais c'est notre tissu principal. Il y a un truc très marrant, bon, les gouvernements qui essayent de nous persuader depuis 30 ans qu'ils sont capables de créer des emplois. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait un écosystème qui se crée. Et donc ils ont fait ça, et effectivement, ils disent, bah, ils sont opérationnels, maintenant on peut les injecter dans le tissu des PME parce qu'on a créé des gens opérationnels. Bon, ça marche plus ou moins bien, mais c'est plutôt pas trop mauvais comme idée. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on crée un écosystème entre les grands groupes et leurs sous-traitants et co-traitants pour qu'ils puissent à un moment donné, effectivement, à travers eux, former, découvrir, imprégner et faire en sorte qu'on puisse progressivement, non pas le faire d'un côté chez le grand groupe et puis de l'autre côté chez ses sous-traitants, ils ne peuvent pas le faire, mais qu'ils le fassent tous ensemble. De la même façon qu'ils pourraient faire une crèche, une salle de sport, un truc, un machin qui pourrait être mutualisé, utilisé par tous. Il faut qu'on mutualise ça parce que c'est notre particularité à nous, Français. Mais tant qu'on n'aura pas libéré la capacité pour les petites boîtes en France de croître, d'investir, de monter en gamme et de créer de l'emploi net comme elles le font, mais pas assez, on ne pourra pas intégrer des programmes aussi vertueux soient-ils. Parce qu'on n'aura pas des boîtes de taille assez importante pour s'inscrire dans des programmes comme ça. Donc en fait, le problème démarre déjà par le rapport qu'on a à nos PME, le rapport qu'on a à nos TPE, de faire en sorte de les libérer, de les faire monter en gamme, et elles vont pouvoir absorber tous ces jeunes, parce que même dans un siècle digital, il y a des jobs pour ces gens-là. Voilà en gros ce que je voulais partager. Donc, merci beaucoup, Denis. Ce n'est pas une conclusion, c'est au contraire. On n'arrive pas à convaincre de la nécessité d'implanter ces modèles. Et par rapport à ce que Denis propose, ce travail en commun, vous en parliez ce matin, Hans, de dire que des sociétés comme Siemens, moi je parlais de Schneider. I've noticed that Nelly explained to me that your curriculum is not a centralized thing. I would like to start by saying that in the Netherlands we have a national curriculum, but that actually means that the government decides on which topics and which level you have to know when you leave school. But schools are free to decide by themselves which topic they do first, or how they mix up the program. So that's important to know. What we do with JetNet, very specifically the collaboration between school and industry, is that it's our task to find new companies to join. So that's what we do. Qui avaient expérimenté JetNet en France, et c'est vrai que leur témoignage était très convaincant. C'est eux qui sont vraiment capables de voir ce que l'entreprise apporte. Évidemment. Écoutez, vous déjeunez avec nous, pratiquement tout le monde reste pour le déjeuner, donc on va pouvoir poursuivre autour d'une table en face au COSI, c'est pas très long. Et donc